travailler plus pour gagner plus, toutes ces conneries, ça marche pas, ça marche plus, ça imprime plus, ça fait plus rêver les gens. Mon cher Fabrice Bonifay, bien avant tout, merci de nous accueillir en ce début d'année 2021. Chez Time for the Planet, on est un mouvement citoyen tourné vers l'action, mais on ne néglige pas pour autant la réflexion. C'est pour ça qu'on rencontre des personnalités inspirantes, comme vous, dans des formats longs, pour leur laisser le temps de dérouler vraiment leurs pensées. Et puis comme Time for the Planet veut rassembler tout le monde, on choisit volontairement d'interviewer des personnes avec des points de vue variés, avec lesquels on n'est pas toujours forcément d'accord, mais qui nous permettent d'affiner notre compréhension des enjeux climatiques. Donc c'est parti. Cher Fabrice Bonifay, vous êtes depuis 2007 le directeur RSE du grand groupe français Bouygues. Directeur RSE, ça veut dire que vous vous occupez du développement durable de ce grand groupe, qui est présent à la fois dans le bâtiment mais aussi dans les télécoms. Vous êtes également président du collège des directeurs du développement durable qui s'appelle le C3D et qui rassemble plein d'autres grandes entreprises. Et puis enfin, vous êtes également administrateur du Shift Project, un think tank qui réfléchit sur la décarbonation de l'économie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites questions. Tout d'abord, Fabrice, chez Time for the Planet, on aime bien se tutoyer. Est-ce qu'on peut se tutoyer pour cette conversation ? La vie est trop courte pour se vouvoyer. Génial. Alors, comme tu as la gentillesse de nous recevoir, on t'a apporté un petit cadeau qui se veut être un clin d'œil. Donc, je te le remets. Est-ce que tu vas réussir à deviner pourquoi je t'offre ça ? Petite devinette. 36, 63... Alors, dans l'autre sens, ça fait plutôt ça 93, normalement. 93 ? Ouais. Alors, pourquoi 93 ? Je sais pas, Seine-Saint-Denis. Non. Ça a un rapport avec ton compte Twitter. Ah 93. Non, je ne l'ai pas ouvert en 93. Hein. Non. C'est avec le nombre de ppm de ma naissance. Oui, c'est ça, exactement. En fait, sur ton compte Twitter, tu dis « Moi, je m'appelle Fabrice Bonifay et je suis né en 320 ppm de CO2 ». Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est et du coup, pourquoi on t'offre cet anniversaire de 93 ? Ah, parce que c'est 93 ppm de plus depuis que je suis né. Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que les ppm et pourquoi tu as marqué ça sur ton compte Twitter ? Oh, bah ça, c'est pas compliqué. En fait, on sait depuis Claude Lorius, c'est-à-dire dans les années 50, on connaît la corrélation entre l'augmentation de la température sur la Terre et la concentration en CO2 de l'atmosphère, qui se mesure en partie par million, donc ppm. Et en 1964, quand je suis né, eh bien, on était à 320 ppm de CO2. Et donc on avait déjà augmenté les émissions d'à peu près 40 ppm depuis le début de l'ère industrielle, parce que le début de l'ère industrielle c'était 280. Et aujourd'hui on a été à 417 ou 420. Et on sait que si on continue d'augmenter, qu'on continue à concentrer le CO2 dans l'atmosphère, eh bien on va arriver à un réchauffement climatique aux alentours de 3-4 degrés de plus que le début de l'ère industrielle, aux alentours de 2100. Ce qui, c'est pas tant d'ailleurs le réchauffement qui pose problème, c'est le problème des dérèglements climatiques associés au réchauffement et toutes les perturbations des écosystèmes qui vont être associées à ça. Et c'est juste dramatique, quoi. Donc il faut absolument arrêter d'émettre et puis même aller, si possible, restaurer des puits de carbone pour faire en sorte de déconcentrer tout ce qu'on a pu saturer en CO2 dans l'atmosphère pour qu'on revienne à 320 et puis qu'on revienne à 280 le plus vite possible. Que les bougies arrivent à zéro, du coup, plutôt que de faire que d'augmenter, c'est ça ? Bah ouais, pour rééquilibrer. En fait, déjà, recommençons par arriver à ce qu'on appelle la fameuse neutralité, donc la balance entre ce qu'on émet par les activités humaines et ce que la planète est capable naturellement d'absorber par soit l'absorption océanique ou la photosynthèse. Mais compte tenu de ce qu'on a déjà émis, c'est-à-dire par exemple 1900 gigatonnes de CO2 depuis le début de l'ère industrielle, il va falloir quand même quelques décennies pour aller pomper tout ce carbone en excès, qui est du mauvais cholestérol qui rend toute la planète malade. C'est ça en fait l'enjeu, c'est le seul enjeu d'ailleurs, c'est le seul objectif universel, l'objectif universel que l'humanité doit se donner. Ok. Voilà. Bon, très bien, donc tu as deviné, félicitations. Même si beaucoup de gens te connaissent, est-ce qu'en 2 minutes, tu peux nous résumer un tout petit peu ton parcours ? Alors, on n'aime pas trop l'épluchage de CV, donc ça nous intéresse un peu de te connaître et de savoir où tu as grandi, si tu as des enfants, ce qui t'anime dans la vie, pourquoi tu as pris conscience du problème du dérèglement climatique, ce genre d'éléments aussi. Ouais, c'est comme dirait Hollande, c'est très banal. Je suis un responsable des RSE banal, dans le sens où ma vie personnelle, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Le développement durable, j'y suis venu, comme disait Hulot, par opportunité, j'y suis resté par conviction.
Opportunité parce que mon patron, Olivier Bouygues, en 2007, m'a demandé d'animer cette démarche durable au niveau du groupe Bouygues. On n'y connaissait pas grand-chose à l'époque. Mais moi, je viens du monde de la qualité, de la sécurité, de l'environnement. J'ai fait ça une grande partie de ma carrière, au début de ma carrière. Et ils ont estimé que j'avais les qualités pour m'occuper de cette thématique. Et puis, c'est en fait en me formant, en lisant beaucoup d'ouvrages sur ce sujet, en écoutant les conférences de Jean Covici, en rencontrant plein de gens passionnants, que je suis monté en compétences et que j'ai pu convaincre mes parties prenantes internes de la nécessité de changer de modèle et de trouver ensuite des méthodes, parce qu'en fait un but sans méthode est un non-sens, donc de trouver des méthodes pour y arriver, c'est-à-dire en mettant en place des stratégies en interne pour accompagner les business units de Bouygues. Et puis parallèlement à ça, donc, je suis très impliqué dans la vie associative du C3D, parce qu'en fait ce sont mes pairs, mes collègues qui font le même métier que moi, et on a beaucoup à apprendre les uns des autres, parce qu'en fait on n'a pas la science infuse, et puis il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc je me suis beaucoup investi dans cette association dès le début. J'étais l'une des premières entreprises à adhérer au C3D en 2008. Et puis j'en ai pris la présidence 10 ans plus tard. J'ai succédé à Hélène Valade. Et voilà quoi. Puis sinon, à titre personnel, j'ai 2 enfants, grands, vu l'âge que j'ai maintenant, dont une qui travaille déjà. Et voilà, je fais beaucoup de sport pour rester en pleine forme. D'accord, super. Alors, tu as récemment publié au début de cette année une petite parodie, les vœux présidentiels que nous n'avons malheureusement pas eus. Tu écris ce que tu aurais aimé entendre dans la bouche des présidents. Pour toi, beaucoup de promesses politiques, pas de résultats, c'est ça que tu dénonces avec cette tribune ? Bah oui, en fait, c'est un peu facile de dénoncer ça parce que c'est le constat depuis. C'est pas tant que les hommes politiques ou les femmes politiques sont des mauvaises personnes qui n'ont rien compris. Je pense que c'est le système qui n'est pas adapté à la prise en compte des enjeux de long terme. Et parce que les mandats sont très courts, parce qu'il y a la pression du quotidien qui les oblige à travailler simplement sur l'actualité, ils passent d'un fait divers à l'autre, etc. Et donc on a un système démocratique qui est très adapté à la croissance infinie dans un monde fini en ressources, sauf que ce n'est pas le cas, mais qui n'est pas du tout adapté sur la prise en compte des limites planétaires et le fait qu'il y a un certain nombre de communs qu'il faut pouvoir sanctuariser et qui n'est pas forcément compatible avec notre système économique. Donc je pense qu'il va falloir tôt ou tard s'attaquer à réinventer une autre forme de démocratie, parce que la démocratie, c'est ce qui a quand même le mieux, parce que je ne suis pas sûr que les dictateurs y arrivent vraiment. Mais par contre, il y aurait moyen de réinventer, par exemple, une chambre qui s'occuperait que du temps long et qui aurait le dernier mot, et puis une chambre qui s'occupe plutôt du temps court, et on essaie de rassembler les deux. Alors, il y a plusieurs façons. Les conventions citoyennes, d'ailleurs, me paraît être une bonne solution, parce qu'on s'aperçoit que quand les gens sont éduqués sur un sujet, quand on prend le temps de les former, eh bien, ils prennent souvent les meilleures décisions. Je me rappelle, moi, quand il y a quelques années, on avait reçu dans notre boîte aux lettres le traité de Maastricht. Toi, tu t'en souviens pas, parce que tu es trop jeune. Moi, j'étais toute petite. Moi, je m'en souviens très bien, où en fait, on reçoit ça 4 jours avant de voter, et on nous dit, bon, alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Et en fait, forcément, les gens, ils ont voté non, parce que, beaucoup ont voté non, parce que simplement, ils n'avaient pas compris. Peut-être que si on avait passé plus de temps à les former, ils auraient peut-être voté différemment, ou j'en sais rien, mais peu importe. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'on prend le temps de les former, mais pas simplement de les informer, mais de les former sur des sujets complexes, comme le sujet climatique, ils changent d'avis, parce que après, le bon sens s'impose. Donc il y a d'ailleurs beaucoup de Français qui avaient été tirés au sort pour la Convention citoyenne, qui sont arrivés climato-sceptiques au démarrage des travaux, et qui après se sont rendus compte que ils avaient été trompés en fait par leur jugement, et du coup ils sont devenus encore plus radicaux que certains radicaux. Pourquoi ? Non pas pour le plaisir de s'opposer, mais c'est parce que c'est tout simplement du bon sens. Donc voilà. Et d'ailleurs, on a signé, toi et moi, une tribune pour encourager la tenue d'une convention citoyenne pour les entreprises. Oui. Après la version citoyenne des particuliers. Ça me paraît une belle initiative, parce que je pense que la meilleure façon d'agir, c'est de comprendre. Et donc pour comprendre, il faut passer un petit peu de temps. Parce que, comme dit Jean-Pascal Vindy-Percel, l'ancien vice-président du GIEC, il faut 10 secondes pour sortir une connerie sur le changement climatique, je le dis souvent. Mais il faut pas mal de temps pour ensuite expliquer pourquoi ce que l'interlocuteur qui dit les énergies renouvelables vont nous sauver ou l'hydrogène va nous sauver,
c'est plus compliqué que ça. Ok. Tu dénonces aussi souvent le mensonge de la croissance verte. Pourquoi c'est un mensonge? C'est l'idée de cette croissance infinie? Bah oui. Combien tu mesures, toi? 1,71 m. Bon, ça s'est arrêté un jour. Ouais. Bon, et tu vis pas mal depuis que tu as arrêté de grandir. Bon, voilà, donc il y a des limites à tout. Et de croire qu'on va pouvoir continuer d'exploiter sans limite des ressources planétaires qui sont par définition limitées en quantité et en qualité, c'est juste mathématiquement insoutenable. Il ne faut pas sortir de Polytechnique pour comprendre ça. Donc à partir du moment où on a des ressources physiques qui sont limitées, et en plus des écosystèmes qui ne peuvent fonctionner que par un équilibre des différentes composantes qui font que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, et que quand on déséquilibre ces éléments, eh bien ça met tout le système par terre. Il faut revenir à un système de prospérité, de bien-être, de trouver un système économique où on arrive à vivre bien, vivre heureux, sans pour autant vouloir exploiter toujours plus des ressources qui sont par définition finies en quantité. Donc c'était le rapport Meadows qui déjà expliquait ça, et ils ont eu raison. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à nourrir 7,7 milliards de personnes avec un autre système. Mais du coup, tu es en faveur de la décroissance? Alors, décroissance des flux physiques carbonés, oui. Okay. Parce que ça, on n'a pas le choix, et c'est ce qui va se passer de toute manière. Décroissance du bien-être, du bonheur, de la technologie utile. Non, ça l'immatériel, par définition, on doit pouvoir le faire croître. Par contre, le matériel bête et méchant et la consommation d'énergie fossile, on a quand même intérêt, je pense. Je vais raconter une histoire. Toutes les entreprises aujourd'hui s'engagent sur la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors on peut leur dire, toutes les entreprises s'engagent sur la décroissance de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc toutes les entreprises sont pour la décroissance. Non? Oui. Bon, alors voilà, moi je suis pour cette décroissance-là, donc la décroissance des émissions de gaz à effet de serre. Alors maintenant, beaucoup d'entreprises pensent effectivement qu'on peut remplacer les émissions de gaz à effet de serre par les énergies renouvelables, sauf qu'un calcul de coin de table montre qu'on ne pourra pas remplacer la diminution des émissions de gaz à effet de serre et donc des énergies fossiles par des énergies renouvelables. On pourra le faire en partie, mais une grande partie de la marge de manœuvre que nous avons, ce sera l'efficacité énergétique, mais surtout ce sera la sobriété. Donc c'est bien l'empilement de la sobriété, de l'efficacité et des énergies renouvelables qui fera qu'on va pouvoir continuer à maintenir un modèle de développement qu'on espère le plus partagé possible, le plus inclusif et le plus solidaire, de manière à ce qu'on puisse continuer de vivre bien avec un confort matériel dont tout le monde aspire, mais encore une fois en respectant les limites planétaires. Bon, c'est pas un discours trotskiste, ça, c'est un discours de bon sens. À nous maintenant d'inventer le modèle économique qui permet de soutenir ça. Okay. Et c'est possible. Il y a beaucoup de personnes qui opposent les efforts climatiques à la liberté individuelle, la liberté de prendre l'avion, de manger exactement ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu peux répondre à ceux qui ont peur que la transition écologique les prive de liberté? C'est quoi pour toi la vraie liberté, Fabrice? La vraie liberté, c'est d'être responsable. Ça, c'est étrange comme phrase. Tu peux nous en dire plus? Il ne peut pas y avoir de liberté sans responsabilité. Parce qu'en fait, à la limite, si on dit que la liberté est au-dessus de tout, tu peux tuer ton prochain, parce qu'au nom de la liberté, pourquoi je t'empêcherais de tuer ton prochain? Eh bien, aujourd'hui, continuer d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est tuer son prochain. Ok. Donc, ce type d'égoïsme-là, de dire, moi, je me fous des limites planétaires, je continue de prendre l'avion autant que je veux, je mange autant de viande que je veux, ça veut dire tuer le vivant. Je pense que je proposerais bien à M. Biden, en face la statue de la liberté, d'ériger tout de suite une nouvelle statue qui s'appelle la statue de la responsabilité. Et d'ailleurs, si on veut conserver nos libertés, celles que nous avons aujourd'hui, on a intérêt à être un peu plus responsable. Parce que sinon, un jour, il y aura une dictature verte qui arrivera et qui nous privera véritablement de liberté. Si on veut éviter ça, eh bien, il faut savoir se restreindre un peu. C'est un peu comme vis-à-vis des gâteaux et des pâtisseries. Oui, vous avez la liberté d'en manger que vous voulez, mais après, il faut en assumer les conséquences en termes d'obésité, de diabète, etc. Bon,
d'en manger moins et d'en profiter de temps en temps, c'est pas non plus une grande punition. De prendre moins l'avion et de manger moins de viande, est-ce que c'est une grosse punition? Je ne crois pas. C'est juste un problème de responsabilité. D'accord. Alors, un des éléments qui manque aujourd'hui pour permettre aux gens de se motiver vraiment, c'est de se projeter, c'est une vision, une projection dans un futur décarboné heureux. Alors, on va te demander de nous esquisser un monde décarboné en 2050, par exemple, avec des exemples très concrets de ce qui pourrait avoir changé. Donc toi, le grand expert du BTP, à quoi ça ressemble un bâtiment décarboné? À quoi ça ressemble une ville décarbonée en 2050? Est-ce que c'est ce qu'on appelle une smart city? Est-ce que c'est autre chose? Comment tu le vois? Comment tu peux nous surtout proposer pas une ça? smart city. Ok, dis-nous en plus. Non, moi je pense que l'utopie, on a besoin d'utopie pour vivre, hein, de rêves partagés, etc. La première chose, pour arriver à faire tout ça, c'est de lutter contre le plus gros fléau de l'inaction qui s'appelle l'ignorance. Voilà. Donc la première chose à faire, ça rejoint ce dont on parlait en introduction, c'est de passer beaucoup de temps à former et à informer, dès le plus jeune âge, que les arbres ne grimpent pas au ciel. Et que tôt ou tard, il faudra qu'on rééquilibre nos modes de vie, qu'on se resynchronise au vivant. Voilà. Et qu'on a intérêt à le faire le plus vite possible, parce qu'on a déjà fait beaucoup de dégâts. Et toi, par exemple, un bâtiment décarboné, ça veut dire quoi? J'y viens. Donc, un bâtiment décarboné, c'est un bâtiment qui est... Alors, il y a plusieurs leviers à activer. Hein. Ce n'est pas simplement je remplace le béton par le bois. Hein. Ça, c'est un levier, mais il y en a d'autres. C'est un bâtiment dont les éléments sont conçus pour pouvoir être réemployés. Design forever. Voilà. C'est-à-dire que comme à une certaine époque où on utilisait des pierres pour fabriquer des bâtiments, et que les pierres pouvaient successivement servir de château fort, d'église, de dispensaire, de château. Bon, ben là aussi, il y a des éléments finis dans un bâtiment qui ne se voient pas et qu'on pourrait astucieusement mettre dans un bâtiment pour pouvoir ensuite les réutiliser pour les mettre dans un autre bâtiment. Donc comme on faisait avec nos briques de Lego quand on était petit, les mêmes briques servaient à faire plusieurs types d'ouvrages. Ça, c'est une première chose. Et donc je pense que là, pour le coup, le numérique, la maquette numérique, va nous permettre de faire en sorte d'avoir une carte d'identité des éléments constitutifs d'un bâtiment et de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc le bâtiment va devenir une banque de matériaux pour les bâtiments du futur et pouvoir les récupérer et les remettre, les reconfigurer d'une certaine autre manière. Et ça, ça me paraît tout à fait envisageable dans un avenir très très proche. Deuxième chose, c'est l'intensité d'usage. J'étais encore hier à Lille, dans un bâtiment qui s'appelle Garage, qui est en ancien garage, mais le nouveau propriétaire a eu cette idée extraordinaire de dire, voilà, c'est un bâtiment tertiaire de bureaux, ben quand il y a certaines parties de ces bureaux, de ces espaces, qui ne sont pas utilisés par l'utilisateur principal, lui, son obsession, c'est qu'il y ait des utilisateurs secondaires qui l'utilisent pour que le bâtiment vive et soit toujours en fonctionnement. Mais quelle bonne idée, quelle belle idée! En fait, la plupart des bâtiments aujourd'hui sont structurellement sous-utilisés. Une école, c'est 15-18% du temps. Un bâtiment tertiaire, c'est 25% du temps. Donc ça veut dire 75% du temps, le bâtiment, il est vide. Alors bien sûr, il peut y avoir des zones qui sont sanctuarisées, qu'on ne souhaite pas partager, pour dire... Mais par contre, il y a quand même beaucoup de mètres carrés, les parkings, les salles polyvalentes, les restaurants d'entreprise, les salles de réunion, etc., qui pourraient très bien accueillir, de faire en sorte que le dehors vienne dedans. À un moment donné, avec un système de pricing adapté, avec un système de sécurité adapté, bien entendu. Et donc, si on s'y mettait tout de suite à hybrider les usages et à faire en sorte que les bâtiments augmentent leur intensité d'usage, ben on construirait moins. Et donc, si on construit moins, on artificialise moins, et on remet de la nature en ville, on remet des trames vertes, on remet des trames bleues dans les villes pour qu'elles soient moins minérales. Donc, on va lutter contre les îlots de chaleur, on va lutter contre les pandémies, parce qu'on aura une biodiversité qui va nous protéger. Aujourd'hui, on a tellement tout stérilisé qu'on est extrêmement fragile. D'ailleurs, dans les pays les plus développés, c'est là que le virus fait le plus de ravages. Pourquoi ? Parce qu'on a des systèmes immunitaires qui sont dégradés aujourd'hui par cette stérilisation du vivant. Donc, la ville idéale, pour moi, c'est une ville verte, ça c'est sûr, avec beaucoup de nature en ville, avec des bâtiments qui sont plus utilisés, donc une plus grande intensité d'usage, et puis bien sûr des transports doux, où la voiture
et limité à des usages logistiques évidents ou pour des personnes qui n'ont pas d'autres moyens. Mais il y a encore beaucoup de mésusages de la technologie, et de la technologie de transport notamment. Donc le problème, c'est d'avoir cette prise de conscience. Aujourd'hui, qui est heureux sur le périphérique, dans sa bagnole, dans les villes, de voir toutes ces voitures, 90% de l'espace public utilisé par les véhicules, c'est quand même n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on débarrasse les voitures des villes, ça gueule tout le temps, bien sûr, au début. Puis après, à l'usage, ils ont dit, c'est quand même vachement mieux, quoi. Voilà. Bon, il faut un petit peu de courage politique. Okay. Ça, c'est sûr, on en manque beaucoup. En tant que Français, on sait que notre bilan carbone, il est d'environ 12 tonnes équivalent CO2 par an. Or, pour respecter l'accord de Paris, il faudrait qu'on divise à peu près par 6 ce chiffre. Il faudrait viser du 2 tonnes par an à peu près. C'est ça. Fabrice, ça ressemble à quoi une vie à 2 tonnes de CO2 par an, c'est-à-dire une vie décarbonée pour un Français? Est-ce qu'on peut encore être heureux avec 2 tonnes de CO2 par an? On ne va pas refaire la discussion. Oui, si ton plaisir c'est de prendre l'avion 3 fois par an, et même 2 fois d'ailleurs, ça suffira pour exploser ton bilan carbone, de changer d'iPhone tous les 18 mois, de manger de la viande à tous les repas, de te chauffer à 23 degrés l'hiver alors que tu peux mettre un pull, etc. Si c'est ça ton kiff, et si c'est ça qui te rend heureux, tu vas être malheureux dans un monde à 2 degrés, hein. Enfin dans un monde à 2 tonnes plutôt. À 2 tonnes. Mais c'est quoi tes loisirs à 2 tonnes? C'est quoi tu voyages plus? Comment tu... Mais attendez, la plupart des gens, pas tous, hein, qui voyagent loin, c'est pour aller loin dans un hôtel où ils ne bougent pas, et voilà, tout simplement pour avoir la garantie du soleil, ou je ne sais pas quoi. Mais on est dans le plus beau pays du monde, la France, là. Il y a déjà énormément de choses à faire en France, à découvrir, et de prendre l'avion pour 5 jours ou 3 jours à Marrakech ou à Essaouira ou à New York, un week-end à New York formidable, je pars le vendredi, je reviens le lundi, et j'ai consommé mes 2 tonnes de CO2 en un seul voyage. Ça rejoint le problème de la responsabilité. Je fais ça, je tue des enfants, je tue des animaux, je tue le vivant, je tue l'avenir de mes propres enfants. Hein, les gens qui emmènent leurs enfants en disant « je vais te faire un beau cadeau, je vais t'emmener à l'île Maurice, tu verras, ça va être génial, etc. » Ils leur feront plus de mal que de bien en faisant ça. Mais la plupart des gens qui font ça ne sont pas informés, ils ne le savent pas. Ils le savent pas. Donc, une vie à 2 tonnes de CO2 par personne, c'est une vie où on va vivre plus lentement. On va prendre le temps de vivre précisément, d'ailleurs. Et on va devoir se découvrir d'autres loisirs, plus sobres, plus inclusifs, plus solidaires. Bon, alors il y en a qui disent jamais je voudrais vivre cette vie-là, je préfère voir mes vidéos de chats en streaming en 4K sur la plage à Bali. Chacun fera ce qu'il veut. Très bien. Alors, on va revenir maintenant sur ce que tu fais au quotidien, plus particulièrement chez Bouygues ou en tant que président du Collège des directeurs du développement durable. Alors, on soupçonne souvent les directeurs du développement durable des grands groupes de faire ce qu'on appelle du greenwashing ou d'en faire trop peu par rapport à l'enjeu. Toi qui présides le C3D, qu'est-ce que tu vois chez tous ces grands directeurs? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de changer? Est-ce que vous êtes davantage pris au sérieux par les instances de direction, les COMEX, etc. C'est quoi vos vraies marges de manœuvre? Est-ce que vous êtes très contraints ou est-ce que maintenant on vous écoute? On nous écoute en tout cas plus qu'il y a 15 ans, hein, ça, c'est incontestable. Mais ce n'est pas forcément grâce à nous d'ailleurs que la prise de conscience a eu lieu. C'est plutôt que les effets des changements climatiques, il y a 15 ans, ne se voyaient pas beaucoup, maintenant se voient beaucoup. Et que les gens prennent peur, à juste titre, hein, parce qu'ils ont raison d'avoir peur par rapport à ce qui va se passer. Donc, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, non seulement il va falloir qu'on réduise, mais il va falloir surtout qu'on s'adapte. Parce que de toute façon, le mal est fait pour une grande partie du carbone qui a déjà été émis depuis 150 ans. Il y a une telle inertie qu'on va continuer d'avoir du réchauffement quoi qu'il arrive. C'est pas quoi qu'il en coûte, c'est quoi qu'il arrive. Donc oui, on est plus pris au sérieux parce qu'en fait, nous, on est des lanceurs d'alerte, on est des Cassandres. Hein. Donc, comme la chanson de Guy Béard, celui qui dit la vérité, on lui coupe la tête parce que c'est pas des vérités qui sont faciles à entendre. Parce qu'on bouscule le statu quo, on bouscule une certaine forme de conservatisme, un certain dogme économique qui était profondément ancré dans la tête des élites, des dirigeants
que seule la croissance, finalement, des flux physiques va nous permettre de soutenir la croissance économique et donc la redistribution de la richesse par le ruissellement, Voilà, les emplois. Mais ça a très bien marché, en plus, ce système-là. Ça a super bien marché. Donc, les gens disent, voilà, regardez, on est passé de l'âge de pierre à un confort matériel extraordinaire et tu veux nous ramener à l'âge de pierre ? Chez les Amish, c'est ça ? Chez les Amish, etc. Donc, nous, on ne veut pas du tout retourner à l'âge de pierre. Moi, je suis très content avec mon téléphone. Voilà, je fais du ski. C'est pas ça du tout. C'est juste de réinventer un nouveau modèle. Et moi, je pense qu'on est capable de réinventer un nouveau modèle de prospérité sans croissance de flux physiques carbonés. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ça marche. Il y a aujourd'hui, heureusement, des entreprises qui mettent en place ce qu'on appelle le concept de l'entreprise contributive. On va y venir, j'imagine. Parce que d'abord, ça rend heureux de travailler sur ce type de... Parce que de plus en plus de jeunes qui ont conscience qu'eux, ils vont vraiment vivre dans un monde dégradé, ne veulent pas continuer le modèle qu'on leur impose aujourd'hui, parce qu'ils ont conscience que ce n'est pas ça qui va se passer de toute manière. Donc, ils veulent être acteurs de cette transition, de ce changement. Et donc, oui, dans les entreprises, on est de plus en plus écoutés, parce que les conseils d'administration prennent conscience que de toute façon le futur ne sera pas une continuité linéaire du passé, c'est pas vrai, c'est pas ça qui va se passer. Et donc maintenant on est de moins en moins sur le pourquoi et de plus en plus sur le comment. Et alors pourquoi ça va pas plus vite ? Qu'est-ce qui vous freine en fait ? Alors on comprend bien que c'est des très grosses boîtes, c'est des gros bateaux, c'est compliqué à naviguer, mais concrètement, que ce soit chez Bouygues ou ce que vous disent votre collègue, expliquez aux citoyens, aux spectateurs qui vous regardent, c'est quoi vos freins, c'est quoi les difficultés auxquelles vous devez faire face en fait ? Mais il y en a plein. S'il n'y avait qu'une seule cause, une seule origine de la difficulté, on le ciblerait, ce serait facile. Non, c'est un ensemble de causes qui font qu'on ne va pas assez vite. Alors d'abord, le business du monde d'avant continue de très bien fonctionner. Mais il faut que le business du monde d'avant, c'est un paradoxe, il va nous aider à financer la transformation vers le monde d'après. Voilà. Par exemple, ceux qui fabriquent des voitures thermiques, ils gagnent plus d'argent en vendant des voitures thermiques qu'en vendant des voitures électriques. Mais c'est la vente des voitures thermiques qui va financer l'émergence en fait, d'un nouveau business model de la mobilité individuelle qui va être probablement plus électrique dans les années qui viennent. Pour nous, on gagne sans doute plus d'argent en faisant des logements en béton que des logements en bois, aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, l'organisation de la filière, etc. Mais c'est bien en continuant de faire du béton qu'on va pouvoir faire monter le bois. Et toutes les entreprises, aujourd'hui, ont des injonctions qui sont aujourd'hui contradictoires. De continuer de faire fonctionner le business, les modèles économiques prédateurs, pour faire émerger des modèles d'affaires contributifs. Et c'est pour ça qu'on est souvent accusé, à juste titre, de tenir un double discours, parce que vous dites ça, puis vous faites le contraire. Non, pendant les 10 ou 20 ans qui viennent, on va être obligé de faire les deux en même temps. On n'a pas le choix. Alors ce qu'il faut bien sûr, c'est accélérer les livrables compatibles avec le monde d'après, et baisser ceux qui ne le sont pas le plus vite possible. Et ça, cette accélération, il n'y a pas que les entreprises qui peuvent générer cette accélération. Il y a aussi ce qu'on appelle la régulation. Il faut aussi que l'État, la gouvernance des pays prennent leur part de responsabilité parce que eux, ils ont des outils aujourd'hui fiscaux, des outils d'interdiction qui peuvent accélérer cette transition. Donc chacun doit prendre sa responsabilité. Ce n'est pas que les entreprises. Et il y a aussi un devoir, et ça, on doit l'assumer, un devoir d'information, d'éducation, de manière à expliquer aux gens ce qui est en train de réellement de se passer. Qu'il faut arrêter de croire au Père Noël de choses qui n'arrivera pas. Donc si on arrive à combiner tout ça, un peu plus de régulation ciblée, un peu plus d'éducation et de formation, de déterminer des récits désirables pour dire, oui, le développement durable à 2 tonnes par personne, c'est pas le retour au Moyen-Âge, c'est pas le retour aux Amish ou je sais pas quoi. Non, c'est au contraire du mieux vivre ensemble, avec plus de solidarité, avec des gens plus heureux, qui sont en meilleure santé physique parce qu'ils vont se bouger peut-être un peu plus. Moins de burn-out. Ils tomberont peut-être un peu moins malades, il y aura peut-être un peu moins d'obésité, etc., un peu moins de diabète. Bon, en tout cas, ça vaut le coup de tenter l'expérience, parce que je ne suis pas sûr aujourd'hui que ceux qui prônent
l'hyperconsommation, etc., ça rend véritablement heureux les gens, c'est pas vrai. On sait très bien d'ailleurs quels sont les ressorts qui sont utilisés par ces gens-là, qui sont la rivalité mimétique, hein, dire ah, tiens, t'as ces baskets-là, je les veux, parce que si je les ai pas, je ne ferai pas partie du groupe. On traite très bien, mais en fait, une fois que les gens l'ont, ça ne les rend pas plus heureux pour autant. Donc on voit bien que ces ressorts-là, aujourd'hui, qui ont travaillé plus pour gagner plus, toutes ces conneries, ça marche pas, ça marche plus, ça imprime plus, ça fait plus rêver les gens. Ils veulent autre chose. Même si on est d'accord qu'il y a un minimum de confort matériel auquel on a droit, on aspire, et que toutes les populations d'ailleurs sur cette planète devraient pouvoir acquérir. Bon, ça, il ne faut pas le lâcher, bien entendu, hein, de dormir au chaud, de pouvoir se déplacer quand même à peu près normalement, de manger à sa faim. Personne ne remet en question ces éléments-là. D'accord. J'imagine qu'une des difficultés dans un grand groupe, c'est d'impliquer les collaborateurs. Qui peuvent être soit des... Non. Tu trouves que c'est moteur ou c'est un frein? C'est des moteurs pour toi? Non, les collaborateurs, ils sont demandeurs. C'est vrai? Oui, il y a dans tous les groupes des conservateurs, des empêcheurs de progresser en rond. Mais franchement, moi je suis bien placé pour vous dire, ça fait quand même longtemps que je travaille, une grande majorité des collaborateurs me soutiennent, pas moi personnellement, mais soutiennent la cause écologique, n'ont pas envie de travailler en polluant la planète, n'ont pas envie de travailler sur des produits qui sont vides de sens social ou environnemental. Mais ils n'ont pas peur de voir leur métier changer, de ne plus avoir de boulot, de ne pas savoir comment s'y prendre. Sur le fait qu'il y ait des nouvelles compétences qui vont devoir émerger par rapport aux nouveaux produits qui vont arriver sur une nouvelle solution, oui, il y a des métiers qui vont devoir changer, ça c'est sûr, mais ils sont prêts à l'accepter, il faut les accompagner, et ça peut bien attendez, se passer, vous savez, moi quand je suis arrivé, je prends souvent cette anecdote, je suis arrivé quand même maintenant à un certain âge, il y avait encore les planches à dessin. Les planches à dessin, moi je suis arrivé dans une filiale de Bouygues qui faisait des stations d'épuration, des stations de traitement d'eau potable, et ces stations étaient décidées à la planche à dessin avec... Bon, tu ne sais pas ce que c'est qu'une planche à dessin, mais c'est un truc vraiment low-tech. Hein. Et puis, c'était au moment où la CAO, la conception assistée par ordinateur, est arrivée. Donc, quand je voyais ces gens sur les planches à dessin à Challenger, là, on leur a dit, alors ils avaient 50 ans, ces gens-là, pour moi, 50 ans, c'était des vieillards. Hein, et on leur a dit, il va falloir que vous passiez de la planche à dessin à la conception assistée par ordinateur. Il y en a beaucoup, c'était difficile à 50 balais de se remettre en question, de rapprendre un nouveau métier. Il y en a qui ne sont pas arrivés d'ailleurs, mais la plupart ils sont arrivés, ils se sont formés, et puis après ils se sont adaptés. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de métiers qui vont devoir se réinventer, parce qu'il y a des pratiques qui vont devoir cesser. Mais vous savez, hein, les fabricants de chandelles ont beaucoup perdu à l'arrivée de l'électricité. Voilà, c'est l'histoire de l'humanité, ça. Hein. Okay. Il y a moins de fabricants de silex taillés qu'il y avait à une époque. Hein. Bon. D'accord. C'est pas grave. Alors, revenons maintenant à Bouygues. Tu as conçu, avec d'autres, j'imagine, une stratégie climat. Vous avez présenté en décembre dernier, je crois. Oui, co-conçue. Hein. Voilà, on était nombreux à travailler là-dessus. Oui. D'accord. Elle s'appuie sur ce qu'on appelle la décarbonation des scopes 1, 2, 3. Alors, avant que tu nous en dises plus, est-ce que tu peux, parce que nos spectateurs ne savent pas forcément ce que ça veut dire un scope 1, 2, 3, nous expliquer un petit peu ce que c'est et du coup, nous donner des exemples concrets chez Bouygues. Qu'est-ce que ça veut dire de décarboner ces différents scopes? En fait, dis-moi comment tu décarbones et je te dirai quelle sincérité tu as dans ta démarche. Parce qu'effectivement, cette notion de scope est essentielle de bien comprendre, parce que tout est là en fait. Hein. Alors, il y a une norme qui s'appelle la norme ISO 14064 qui fixe en fait les catégories de ce qui doit être décarboné. Et dans une entreprise, il y a effectivement 3 grandes catégories. Le premier scope, c'est ce qu'on appelle les émissions directes, c'est les énergies fossiles qu'on utilise sans transformation dans notre process. Voilà. Donc le gaz, le pétrole, le charbon. Voilà. Donc chez Bouygues, c'est quoi? Nous, on utilise du fuel pour chauffer le bitume, pour l'épandre. Voilà. Donc on utilise du gaz aussi. Donc c'est facile à quantifier parce qu'on sait ce qu'on achète et on sait donc on utilise forcément. Ensuite, le scope 2, c'est l'électricité qu'on utilise pour fabriquer nos produits.
Voilà. Donc cette électricité, elle est plus ou moins carbonée pour sa fabrication. Alors en France, non, mais Bouygues, c'est pas que la France. Hein. Mais dans beaucoup de pays, le mix énergétique qui fabrique l'électricité est charbon essentiellement. 39% de l'électricité mondiale aujourd'hui, c'est du charbon. Le reste, c'est du gaz. Et après, il y a un petit peu d'hydroélectricité pour 6-7%, un petit peu de nucléaire pour 6-7% au niveau mondial. Hein. Et puis après, des ENR. Sauf que les énergies renouvelables, aujourd'hui, ne se substituent jamais aux énergies fossiles. Elles sont se rajoutent, ouais. Donc, de dire, voilà, oui, je produis avec des énergies vertes, bah oui, mais enfin, tant qu'on n'acceptera pas de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation d'énergies fossiles, on pourra toujours continuer d'augmenter le mix énergétique renouvelable. On s'en fout. Ce qu'il faut maintenant, c'est moins consommer d'énergie fossile. C'est ça l'obsession. Puis après, il y a le scope 3, alors, qui est plus compliqué à comprendre, mais qui est majoritaire aujourd'hui en termes d'émissions issues des entreprises. C'est le scope 3, c'est ce qu'on achète et qui rentre dans la composition de nos produits. Aujourd'hui, la plupart des entreprises sont des entreprises qui assemblent. Nous, on est des assembleurs, des intégrateurs. On ne fabrique pas le béton, on ne fabrique pas les fenêtres, les portes, les faux planchers, etc. On l'achète à qui? À des fournisseurs. Et ces fournisseurs, eux, fabriquent ces produits avec des matières premières, de l'énergie, et bien sûr, ça dépense beaucoup d'énergie grise pour fabriquer ces éléments qui rentrent dans la composition de nos produits. 67% du chiffre d'affaires du groupe Bouygues, on l'achète à l'extérieur. Quand on gagne 1 euro, bingo, il y a 67 centimes qui repart chez les fournisseurs. Et ben, c'est ça le scope 3. Et donc, pour décarboner le scope 3, il faut acheter différemment. Il faut ce qu'on appelle acheter d'une façon plus responsable. Donc, sourcer les fournisseurs qui sont à notre disposition, regarder ce qu'ils nous proposent et choisir, bien entendu, dans la mesure du possible, celui qui nous propose un produit le moins carboné possible. Donc, en fait, c'est un peu comme nous dans notre vie privée, lorsque, avec notre carte bleue, on a le choix d'acheter un Hummer thermique ou un petit véhicule électrique ou un petit véhicule thermique. C'est bien avec notre carte bleue, c'est bien avec notre pouvoir d'achat, c'est nous qui décidons. Ben là, dans les entreprises, c'est nous qui décidons ce qu'on veut acheter. Est-ce qu'on veut acheter du béton? Est-ce qu'on veut acheter du bois? Voilà. Bon, alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a aussi un truc qui s'appelle le client, qui peut avoir son mot à dire là-dedans. Et c'est souvent aussi le client qui nous incite à acheter des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la planète. Donc c'est à nous aussi d'aller éduquer le client pour qu'il soit prescripteur de solutions plutôt bas carbone. Puis après, il y a le dernier scope, qui est encore plus important que le 3A, qui est le 3B, qui est l'usage. L'usage que nos clients font des produits qu'on leur vend. Quand on vend un logement à un client, une fois qu'on l'a vendu, qu'on a remis les clés, qu'on a récupéré nous le chèque, on s'en va. Puis après, le client, il reste avec son logement pendant des décennies. Et si on a calculé finalement l'efficacité énergétique du logement avec des températures de consigne, exemple à 19 degrés, pour rester dans des consommations d'énergie fixées par la norme, et que le client, lui, il dit 19 degrés, c'est trop bas, je veux me chauffer à 23 degrés parce que je veux rester en tongs en hiver et en t-shirt dans mon appartement, et donc il va consommer, il va chauffer 4 degrés de plus, mais 4 degrés de plus, ça fait 28% de plus de consommation d'énergie. Ah bah oui, donc c'est plus du tout la même chose. Donc le scope 3B, c'est comment on va accompagner nos clients dans l'utilisation responsable des biens qu'on lui a vendus et sur lesquels on n'a plus de responsabilité. Pas facile, hein? C'est là aussi, alors là il y a des techniques aussi, hein, des techniques d'information, de gamification, de nudge, d'information, de challenge. C'est possible de faire en sorte d'éduquer nos clients pour une utilisation responsable de leurs produits. Bon, c'est un gros challenge, mais on va le faire. Et du coup, est-ce que tu peux me donner, 3-4 mesures très emblématiques de cette stratégie climat qui agissent sur ces différents scopes? Est-ce que tu peux me parler de choses un peu radicales ou révolutionnaires que vous auriez réussi à négocier, à faire passer, qui vont vraiment changer les choses? Écoutez, j'encourage tous les gens qui nous regardent à aller lire la stratégie climat qui est publique. Hein. On a fait un communiqué de presse. Alors il y a des choses qu'on fait déjà depuis longtemps, puis il y a des choses qu'on s'est engagé à faire, donc on ne peut pas nous demander de le faire en même temps qu'on s'engage à le faire.
Mais on va rendre des comptes de toute façon régulièrement à nos parties prenantes sur l'avancement de ces stratégies climat. Mais je peux vous donner quelques exemples, bien sûr. Quelques exemples. Déjà, les matériaux entrants. Voilà, donc on va plus construire en bois. Bon, voilà, donc on a une offre qui s'appelle WeWood, qui vise en fait à proposer à nos promoteurs, clients, leur dire, là, sur ce programme-là, et souvent on a des mairies maintenant qui assujettissent l'accord du permis de construire à ce que le bâtiment qui sera soit en bois, donc il faut savoir le faire, donc on sait le faire maintenant, on est content. Et le bâtiment en bois, c'est qu'on rien que ça déjà, c'est qu'on réduit d'un tiers le bilan carbone du bâtiment. On ne peut pas tout faire en bois, il y a des fondations, c'est souvent du mix bois-béton, mais c'est déjà vachement mieux. Un tiers, c'est déjà une bonne partie du chemin qu'il faut qu'on réalise dans la division par 2 de nos émissions d'ici 2030. Oui, c'est ça, votre objectif, divisé par 2 les émissions d'ici 2030. C'est pas l'objectif de Bouygues, c'est l'objectif de l'accord de Paris. Donc on essaye d'être compatible, d'être sur la voie. On n'est pas complètement, on n'a pas annoncé encore la neutralité carbone, comme certains l'ont fait, parce que moi j'ai du mal à mentir en regardant les gens dans les yeux. Pour l'instant, on n'a pas les solutions pour arriver à la neutralité. J'espère qu'on les aura dans quelques temps. On va travailler dessus. Mais d'annoncer une neutralité à 2050, bon, commençons déjà, nous, à 2030, moins 30%, c'est déjà très ambitieux. Et puis on rehaussera nos objectifs le moment venu pour aller jusqu'à la neutralité, parce que c'est bien sûr l'objectif, on n'a pas d'autre choix. Mais je vois certaines entreprises, notamment américaines, qui annoncent la neutralité alors qu'ils ne travaillent que sur les scopes maîtrisables. C'est un peu donc comme le si... 1 et le 2, globalement. Alors ça c'est facile. Là oui, on annonce la neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 chez Bouygues demain matin, sans problème, parce que bon, mais je prends souvent une métaphore qui dit, voilà, c'est aussi courageux de s'engager sur la neutralité carbone sur le scope 1 et 2 que de se peser sur une balance en ne mettant qu'un seul pied, quoi. Pas mal comme image, pas mal. D'accord. Maintenant, on va s'écarter un peu de Bouygues et on va parler de ton sujet favori qui est l'entreprise contributive versus l'entreprise écocide. Alors, déjà... Prédatrice. Prédatrice, tu préfères ? Oui, écocide, c'est pas mal aussi. Ok. Ouais. Déjà, c'est quoi une entreprise écocide ? C'est quoi une entreprise contributive ? Comment on les reconnaît, l'une ou l'autre ? Alors, l'entreprise prédatrice, c'est l'entreprise qui est l'entreprise no limite. Voilà, tant qu'il y a des ressources, je me fais plaisir. Je me fais plaisir, quoi, hein. Donc, il y a des poissons. Mon business, c'est de vendre des poissons. Je me fous de savoir si les poissons se renouvellent ou pas. Je mets toute l'énergie possible avec des filets énormes, etc., pour pêcher un maximum de poissons et gagner un maximum de pognon. Tant qu'il y a des poissons, et puis après, quand il n'y en aura plus, on verra. C'est une caricature, mais c'est ça l'entreprise écocide. Okay. Voilà. L'entreprise prédatrice. Et il y en a un paquet. Et puis l'entreprise contributive, c'est l'entreprise qui a un peu plus de valeur, qui a un peu plus de valeur tout court d'ailleurs, et qui est un peu plus consciente des limites planétaires et des enjeux de long terme, et qui dit, bon, l'objectif finalement pour une boîte, avant même de gagner de l'argent, c'est de durer. Bah ouais, l'argent c'est le moyen de la durée. Il ne faut pas inverser les... Je prends une autre métaphore souvent. L'argent pour une entreprise, c'est sa respiration. Bah oui, si l'entreprise ne gagne pas d'argent, elle ne peut pas survivre. Elle meurt. Voilà. Mais qui vit aujourd'hui avec comme seul objectif de respirer ? Est-ce que toi, le matin, quand tu te lèves, tu dis « Oh putain, il faut que je pense à respirer parce que sinon, ça va mal se passer ». Non, j'ai d'autres buts dans ma journée, heureusement. J'espère que pour toi, quand tu te lèves le matin, tu as d'autres buts que de respirer. Tu vois ce que je veux dire ? Une entreprise doit gagner de l'argent, c'est normal. Mais ce n'est pas son but. Son but, c'est d'être contributive. Son but, c'est d'apporter plus d'externalités positives qu'elle ne génère d'externalités négatives. Et voire de rentrer dans un processus d'amélioration continue, je viens de la qualité, moi, d'amélioration continue pour éradiquer toutes les externalités négatives. Parce que pendant très très longtemps, les entreprises ont dit écoutez, je crée de la valeur économique, je crée des emplois, donc m'emmerdez pas sur l'environnement et sur même certains aspects sociaux, parce que regardez, merde, on ne peut pas tout avoir, quoi. Ce discours-là, il est inacceptable. Inacceptable. On ne peut plus considérer l'environnement aujourd'hui et le social comme des variables d'ajustement de l'entrepreneuriat. C'est inacceptable. On peut créer de la valeur aujourd'hui, économique, sans détruire le capital naturel. C'est l'objectif de l'entreprise contributive.
Et donc pour toi, le secret réside notamment dans ce que tu appelles le changement des modèles d'affaires. Donc en anglais, on dit business model. Oui. C'est la manière dont une entreprise gagne de l'argent. Est-ce que tu peux nous expliquer ça avec des exemples concrets? C'est quoi un modèle d'affaires compatible avec les enjeux de la planète? Qu'est-ce qu'il faut transformer? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Ce qu'il faut transformer, c'est la façon dont on gagne de l'argent précisément. Voilà. Donc si notre façon de créer de la valeur, c'est de la déplétion de matières premières, une utilisation énorme d'énergie pour vendre des produits à obsolescence programmée, pour provoquer du réachat dans une approche volume et possession, et donc à chaque fois pour recréer du chiffre d'affaires, il faut repomper les ressources de la planète, etc. Ça, ce modèle-là, ce qu'on appelle le modèle linéaire, il n'est juste pas mathématiquement soutenable. Il ne faut pas sortir de Polytechnique, je répète, c'est pas soutenable. Les métaux, il n'y en aura pas assez. Les énergies fossiles, tôt ou tard, de toute façon, il n'y en aura plus. Donc, c'est pas soutenable. Donc, le modèle d'affaires contributif, il est forcément circulaire. Forcément. Mais ce n'est pas circulaire au sens recyclage. Bon, ça, c'est bullshit, ça ne marche pas. Parce que recyclage, ça nécessite des flux logistiques énormes, ça nécessite du tri, de la reconduite. Non. Le modèle d'affaires des boîtes de demain, c'est un modèle de fonctionnalité. Ça veut dire quoi? Donc les entreprises continueront de fabriquer des produits, des cocottes minutes, des fers à repasser, des machines à laver, des bagnoles, voilà. Ça va continuer longtemps, et c'est très bien comme ça, parce qu'il faut qu'on maintienne un certain confort matériel, et qui est absolument nécessaire, et qui est sympa. C'est bien quand même d'avoir une machine à laver. Ouais, donc ça, il faut qu'on continue d'avoir. Sauf que la machine à laver, on va demander au constructeur qu'elle dure longtemps. Très longtemps. Mais comment tu vas t'assurer qu'il fasse ça? Parce que c'est pas dans son intérêt, a priori économique. Si. Comment tu fais ça? Son intérêt économique, ça serait de vendre l'usage. Ça veut dire quoi, vous vendre l'usage? Quand tu bois un verre de lait le matin de temps en temps, ouais. T'as pas acheté une vache. Non. Bon. Tout va être comme ça. Quand tu prends une trottinette dans la rue de Paris, tu ne l'as pas acheté. Pas acheté. Tu la loues ponctuellement quand on a besoin. L'économie de l'usage, c'est ça en fait. C'est de pouvoir jouir de tout, mais pas forcément de posséder l'objet. Il faut que l'industriel reste propriétaire de l'objet, entretienne l'objet, le conçoive, l'éco-conçoive pour qu'il dure le plus longtemps, pour qu'il soit donc réparable, design forever, et on va utiliser ces objets le temps qu'on va avoir besoin de l'utiliser, tout simplement, longtemps ou pas longtemps. Même les vêtements, on va pouvoir les louer, tout simplement. Et donc, comme il le loue, en fait, ce que tu veux dire, c'est comme il va le louer, c'est dans son intérêt qu'il dure le plus longtemps possible, parce que bien sûr, je vais raconter une histoire qui est connue dans toutes les... Parce qu'en fait, on en a tellement peu à raconter sur ces sujets qu'on raconte toujours un peu les mêmes, mais c'est une belle histoire. C'est une histoire de Michelin, en fait. Michelin, pendant des années, ils ont vendu des pneus de camion. Et donc, leur intérêt dans l'économie du monde d'avant, c'était qu'ils ne durent pas trop longtemps, les pneus, parce que si ça dure trop longtemps, ils en vendent moins. Donc, il ne fallait pas non plus qu'ils durent trop peu longtemps, parce que là, les clients, ils n'auraient pas été contents. Donc, c'était juste trouver le bon niveau pour, trouver le moment de provoquer le réachat. Et puis, ils se sont aperçus quand même que dans les pneus, il y a un paquet de matières premières, notamment du caoutchouc. Une ressource qui est renouvelable, mais lorsqu'on lui laisse le temps de se renouveler. Et puis, ils se sont dit, mais finalement, quand je perdais la possession de mes pneus, je perdais aussi cette matière première, parce que je ne les voyais jamais revenir dans mes usines, ces pneus, en fin de vie. Et ils se sont dit, on va inverser notre modèle, on va faire des pneus qui durent beaucoup plus longtemps, et ils savent faire, et on ne va même plus les vendre, on va les louer. Et on va facturer au kilomètre parcouru. Donc là, ils ont intérêt à ce que ça dure le plus longtemps possible, parce que chaque kilomètre supplémentaire marginal parcouru, c'est plus d'argent pour eux. C'est ça l'économie de la fonctionnalité. Et en fin de vie, parce qu'il y a toujours une fin de vie, ils récupèrent le pneu, parce que c'est à eux, ils récupèrent la matière première qui reste sur le pneu pour en fabriquer d'autres, et c'est reparti, mon kiki, pour un cycle de très longue durée. Mmh. D'accord. C'est pas formidable, ça? C'est pas mal, ça réaligne les objectifs de chacun. Ça, c'est possible dans tous les domaines. Seb le fait maintenant. Xerox le fait avec ses photocopieurs. Aujourd'hui, quand vous avez des photocopieurs dans les entreprises, vous achetez plus la machine, vous achetez un service, le service de copie. C'est-à-dire que vous êtes facturé à la fin du mois
sur le nombre de copies que vous avez réalisées. Mais la machine, elle reste propriété de Xerox, qui l'entretient, qui a tout intérêt à ce qu'elle ne tombe pas en panne d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois qu'un opérateur de maintenance vient, ça leur coûte de l'argent. Donc ils font des machines qui sont bien plus robustes que dans le temps, où vous n'avez pas intérêt à ce que ça dure trop longtemps. Eh bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est valable dans tous les domaines. Et si on fait ça, eh bien, on va notablement baisser la pression sur les ressources. Notablement baisser les déchets, c'est dingue ce qu'on peut produire comme déchets, 350 kilos par an et par personne. Avec cette économie-là, on va diviser par 10, par 20 la production de déchets. Donc il y a tout un tas d'industries qui vont devoir se réinventer sur en fait des flux logistiques qui remplaceront les flux de déchets. Mais c'est plus sympa de travailler sur des flux logistiques que sur des flux de déchets. Je comprends. Comment l'entreprise elle peut changer ses outils, je ne sais pas, dans sa compta, dans son rapport aux actionnaires pour mieux intégrer la réalité environnementale? Est-ce que l'entreprise est assez outillée aujourd'hui? Non, elle n'est pas assez outillée. Et d'ailleurs, quelque chose qu'il faut pouvoir faire rapidement, c'est un de nos groupes de travail au C3D, c'est de mettre en place un nouveau système comptable pour les entreprises. D'accord. C'est la comptabilité du triple capital. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça mettra un petit peu de temps. Enfin, on espère que ça ne mettra pas trop de temps d'ailleurs, parce que c'est absolument nécessaire. Mais c'est une révolution. Ça, c'est une vraie révolution. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, la comptabilité des entreprises est d'une efficacité redoutable. Mais simplement pour maintenir le capital financier. Voilà. Mais pas du tout pour maintenir le capital naturel et le capital humain. Alors ça, c'est nul du tout. Pourquoi? Parce que, en fait, pour faire du business, l'entreprise utilise des matières premières issues de la nature. Oui. Le business, c'est uniquement la transformation de matières premières avec de l'énergie, de l'intelligence humaine, et puis des convertisseurs qui sont des machines. Si il n'y a plus de matières premières, si Bouygues, il n'y a plus de sable, il n'y a plus de calcaire, il n'y a plus de bois, etc., on ne va pas faire beaucoup de business. C'est pareil, le boulanger, s'il n'y a plus de farine, s'il n'y a plus de blé, il ne va plus faire beaucoup de business. Donc on a complètement perdu de vue que le business, c'est la transformation de matières premières avec de l'énergie. C'est ça le business. Sauf que dans aucun système comptable d'entreprise aujourd'hui, aucun, on a mis au passif du bilan les sommes nécessaires pour la préservation des stocks et la préservation des écosystèmes qui permettent aux stocks de se renouveler. Aucun. Donc, la vraie valeur pour moi d'une entreprise demain, la fameuse triple bottom line qu'on entend parler depuis des années, c'est de dire, mais dis-moi comment tu préserves ton capital naturel et je te dirai quelle durabilité tu as réellement. Et pour ça, il faut changer le système comptable. J'utilise du bois, très bien, ça c'est un actif, je le mets à l'actif dans mon bilan, mais qu'est-ce que j'ai mis au passif pour m'assurer que les réserves en bois, dans cette essence-là, etc., sont en train de se régénérer? Eh bien, tant qu'on n'aura pas mis un système de la comptabilité du triple capital, on sera incapable d'avoir une vraie visibilité de durabilité de l'entreprise. Donc, on a des excellents universitaires français qui ont pensé à ça, qui travaillent aujourd'hui avec les entreprises du réseau C3D pour regarder à quoi ça pourrait ressembler cette comptabilité du triple capital en termes de qu'est-ce que ça pourrait donner comme indication aux investisseurs sur la santé économique réelle de l'entreprise. Parce que finalement, la plupart des investisseurs aujourd'hui cyniques de la finance, finalement, ils regardent le compte de résultat de l'entreprise, ils regardent le cash qu'on génère et qu'on est susceptible de générer, et c'est ça qui fait la valeur de l'entreprise. Quelle erreur! C'est dingue d'avoir fait autant d'années d'études pour faire un truc aussi faux. C'est pas ça qu'il faut regarder. Enfin, c'est pas que ça qu'il faut regarder. Il faut aussi regarder quelles sont les réserves sur lesquelles l'entreprise s'appuie pour faire son business et comment elle les reconstitue. Parce que quand il n'y aura plus de réserves, je répète, il n'y aura plus de business. Très bien. Juste deux petites dernières questions sur l'innovation, parce que chez Time for the Planet, on mise sur les innovations. Est-ce que pour toi, il y a une rupture technologique qui va résoudre tout, ou est-ce que c'est une douce illusion qui évite un peu de mettre les mains dans le cambouis? Bon, attendez, je dis souvent que penser qu'il y a une rupture, enfin une technologie magique qui fera que ça va résoudre tous nos problèmes, c'est comme prier un doute pour qu'il nous protège de la réalité. D'abord, il faudrait qu'elle se dépêche à arriver, cette technologie, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour
pour inverser la tendance quand même assez dramatique dans laquelle on est engagé. Et puis, combien même, j'entends souvent les gens, oui, mais la fusion nucléaire qui produit de l'énergie à l'infini, sans déchets, etc., donc ça va nous sauver. Mais est-ce que ça va vraiment nous sauver? Parce que si effectivement on arrive à avoir cette énergie infinie, ça veut dire qu'en fait on va pouvoir exploiter infiniment les ressources qui sont sur cette planète. Ben, si on les exploite infiniment sans attendre qu'elles se renouvellent, et certaines ne pourront pas se renouveler, comme les métaux, etc., ben, en fait, on va juste, avec cette énergie infinie, utiliser toutes les ressources autres qui sont nécessaires pour faire du business. Donc ça va être quoi l'intérêt? Ça va être de racler encore plus vite les océans, d'avoir des tronçonneuses encore plus grosses pour couper tous les arbres. Quel est l'intérêt? Donc, d'abord, même si certains grands industriels américains ont mis beaucoup d'argent sur la table pour effectivement qu'on invente cette technologie universelle propre, je ne sais pas si on va l'inventer. J'entends en tout cas que moi, ça fait pas mal d'années que je travaille et qu'on nous annonce cette technologie pour demain, mais demain arrive et elle n'arrive pas. Et que je pense qu'elle n'arrivera pas. Ce n'est pas parce que je le souhaite, c'est que je pense que ça n'arrivera pas. Donc, il va falloir qu'on fasse avec ce qu'on a. Et on a en tout cas suffisamment de connaissances aujourd'hui pour pouvoir réinventer nos modèles avec ce qu'on a pour bâtir un monde durable. Ok. J'ai eu la chance de pouvoir te présenter en détail l'aventure Time for the Planet. Donc nous, on mise sur chercher des innovations pour décarboner l'économie. Alors pas une qui serait la grande solution, mais plein d'innovations dans plein de secteurs différents, tout ce qui est à décarboner pour changer vraiment le système. Et tu as eu la gentillesse de nous soutenir avec le C3D. Pour toi, c'est une réponse pertinente contre le dérèglement climatique? L'innovation? L'innovation, et ce qu'on essaie de faire avec Time for the Planet, oui, attendez, de toute façon, si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu. Hein, donc il faudra bien qu'on fasse autrement, et pour faire autrement, il faut innover. Mais innover en respectant les limites planétaires. Donc il ne faut pas non plus partir dans des délires. Voilà, donc il y a déjà... L'innovation, encore une fois, elle sera peut-être technologique pour une partie, mais l'essentiel de l'innovation qu'il va falloir promouvoir et faire émerger, ce n'est pas de l'innovation technologique, hein, c'est l'innovation dans les modèles économiques, hein, c'est l'innovation dans les façons de vivre, donc dans les modèles de vie. Donc pour projeter des futurs désirables, il faut pouvoir imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Dans l'innovation dans nos modèles démocratiques également, dans nos modèles sociétaux. Donc les champs de l'innovation, souvent quand on raisonne innovation, on pense tout de suite technologie. Ben non. D'ailleurs, il y a beaucoup de grandes innovations ces dernières années. La technologie a aidé, mais ce qui a été innovant, c'est plutôt le modèle économique. C'est ça qu'il faut pouvoir faire émerger. Et pour ça, on ne le fera émerger qu'auprès de collaborateurs qu'on va prendre le temps d'écouter. L'innovation, il y en a qui pensent beaucoup à la start-up mania, c'est les start-up qui innovent, etc. Ce qui est vrai, pour partie. Mais une grande partie de l'innovation, en fait, elle est cachée dans la tête de nos collaborateurs, dans nos propres entreprises, parce qu'on a des systèmes de management qui sont déresponsabilisants aujourd'hui, avec une aversion au risque totale, avec le respect du process, etc., qui les empêchent en fait d'exprimer cette innovation. Moi, je crois beaucoup à la notion d'intrapreneuriat, à la notion en fait, de faire émerger l'innovation de la part des collaborateurs, parce que c'est celui qui fait qui sait. Et nos collaborateurs, ils savent faire autrement, mais on ne leur laisse pas l'occasion de faire autrement. Il faut leur donner cette chance rapidement. Super. Alors, dernière petite question. Chez Time for the Planet, nous, on est résolument optimistes. Ça s'appelle les climato-optimistes. Pour toi, quelles sont les raisons d'y croire, de se dire que non, tout n'est pas foutu? La raison d'y croire, c'est vous, hein. C'est les jeunes, parce que les vieux cons, ok boomers, qui regardent le Paris-Dakar, il ne faut pas compter sur eux, hein. Par contre, vous, vous allez arriver au pouvoir dans les entreprises petit à petit, vous avez conscience que nous, on n'avait pas conscience à votre âge de tout ce dont on est en train de parler. Donc la seule raison d'être optimiste, c'est la jeunesse. C'est cette jeunesse qui comprend, c'est cette jeunesse qui a envie d'agir. Et si vous n'êtes pas radicaux à votre âge, vous ne le serez jamais.
Mais il faut laisser personne sur le bord de la route. Donc il y a d'autres jeunes, moins éduqués, qu'il faut aussi savoir récupérer et qui ont plein de qualités. Donc ces jeunes-là, il faut aller aussi les chercher, parce qu'on en aura besoin. Et oui, ma seule raison d'être optimiste, c'est cette jeunesse que je rencontre dans les conférences que je donne partout, et qui me donne une pêche pas possible, parce que après, quand je suis confronté au réel de mes interlocuteurs un peu plus seniors, je me dis, voilà, vivement que les jeunes arrivent. Génial. Bon, bah, pour conclure, on a décidé d'instaurer un petit rituel de fin d'interview. Donc voici notre livre d'or. Il a été réalisé par les petites mains de notre communauté. Et donc on demande à toutes les personnalités d'écrire un mot d'encouragement pour Time for the Planet. Donc on te laisse sortir ta plus belle plume. Il y a un petit stylo dedans déjà, je crois. Je vais surtout sortir mes lunettes. Ah, d'accord. Et en tout cas, merci beaucoup Fabrice pour cette interview. C'était un vrai plaisir pour nous. Bravo et puis continue ton chemin contre le dérèglement climatique. Oui. Le danger ne vient pas des choses que nous ignorons, mais des choses que nous savons et qui ne sont pas vraies.